Pour la prochaine heure, vous écoutez Samedi de lire avec Amélie Boivin-Enfield. Bonjour tout le monde à l'émission Samedi de lire et aujourd'hui je reçois Nicolas Duvernois. Bonjour Nicolas, comment ça va? Très bien, merci pour l'invitation. Ça me fait grand plaisir et j'ai envie un peu de te présenter à mes auditeurs. Alors tu es président et fondateur de Pure Vodka et maintenant de Romeo's Gin. Oui. Première vodka ultra premium produite au Québec et la vodka canadienne la plus titrée. Oui. Alors, faut le faire quand même. Hein? Ah ouais, c'est peut-être pour ça que j'ai moins de cheveux sur la tête. Mais oui, il faut le faire. Hein. Comme tout entrepreneur, quand on se lance, ben, on vise le sommet. Et tu as découvert l'entrepreneuriat à l'université. Oui, à des lectures, dans des revues surtout, où je suis tombé par hasard plusieurs fois de suite sur des histoires entrepreneuriales. Ça ne parlait pas nécessairement des produits, mais vraiment de l'histoire en arrière. Et puis ça m'a attiré parce que je me suis dit, écoute, tout est possible. Et puis moi, mon grand rêve, c'était d'être architecte. Et puis, j'avais pas les notes pour être architecte. Donc, j'ai retrouvé un peu d'architecture dans les idées. Parce que partir d'une idée, partir sur une feuille blanche, pour un entrepreneur, c'est comme partir sur une feuille blanche pour un architecte. On peut bâtir littéralement notre vie sur cette feuille. Donc, ça m'attirait beaucoup. Et est-ce que tu trouves qu'on devrait en parler plus tôt dans les écoles, justement, de l'entrepreneuriat? Parce que j'ai l'impression qu'on nous en parle pas à l'école. On en entend parler beaucoup dans l'actualité. Alors, moi, je trouve que c'est fou à quel point... je dis souvent en blague, tu sais, il y a des cours de physique obligatoires. On connaît combien de physiciens dans notre vie? Mais il n'y a aucun cours d'entrepreneur et tout le monde connaît un entrepreneur. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas de cours de physique, mais on peut couper 1 heure ou 2, je crois. Les physiciens ne vont pas m'aimer. Mais bref, pour parler d'entrepreneuriat, parce que l'entrepreneuriat, ce n'est pas juste un sujet, c'est tout. Un agriculteur, c'est un entrepreneur. Ça peut être les nouvelles technologies, ça peut être comme moi, l'alcool, ça peut être quelqu'un qui se lance dans l'édition de livres, dans une émission de radio comme toi. Tu es une entrepreneur, tu n'es pas juste une animateur ou productrice. Tu as eu une idée, tu l'as faite, donc c'est ça l'entrepreneuriat. Et justement, toi, ton idée de vouloir devenir entrepreneur est arrivée de où? En réalisant que tout était possible, en réalisant que je pouvais bâtir ma propre carrière, entre guillemets, ça, j'ai aimé ça. Parce que moi, j'étais pas le genre à l'école à trop écouter trop. Ah non? Non, j'étais plus intéressé par ce que le prof disait pas que par ce qu'il disait. Mais t'as quand même fait des études, t'as étudié en sciences politiques, là, quand même. Moi, j'ai mon bac si... universitaire. Je sais que l'école, c'est important. On apprend énormément à l'école, mais je crois que j'ai beaucoup plus appris en dehors des cours que dans les cours. Mais si j'avais pas été à l'école, j'aurais pas pu apprendre ça. Donc, je trouve que c'est très, très important pour donner une excellente base. Puis aujourd'hui, si jamais je me retrouve sur le marché du travail, ben, tout le monde a des diplômes, là. Fait que c'est un peu la game obligatoire, entre guillemets. Mais non, c'est important l'école, sauf que moi, je voyais que c'était important pour autre chose que ce qu'on pense. Et c'est ton stage à Radio-Canada qui t'a convaincu, justement, que tu voulais pas travailler en sciences politiques comme recherchiste, là. Ah non, c'est sûr, ouais. Mon premier stage en finissant mon bac, c'était à la radio de Radio-Canada. L'émission, c'est bien meilleur le matin. Et puis, non, moi, j'ai vu que c'était pas fait pour moi. 1, me lever à 4 heures du matin. Mais 2, surtout, juste ne pas être responsable entièrement de ce que je fais. Moi, j'aime ça... être au devant, tu sais. Quand je faisais du sport, j'étais toujours le capitaine. Moi, je veux mener la troupe. Je veux pas être dans la troupe. Il y a rien de mal là, pour ceux qui veulent être dans la troupe, mais moi, je veux être le chef d'orchestre. Et justement, tu as lancé un restaurant dans la vingtaine. Oui. Restaurant que tu as lancé avec des amis et qui, après 3 mois, heureusement fermé ses portes. Oui, heureusement fermé ses portes, je dis souvent. Ça a été une expérience catastrophique. Tu sais, la restauration, c'est un domaine très, très facile d'entrée. Très facile de sortie aussi, mais très difficile pour rester. On s'est lancé comme ça sans trop savoir ce qu'on voulait faire. On avait 24-25 ans. Et puis, on aimait manger au restaurant, mais c'est pas parce qu'on aime manger au restaurant qu'on peut avoir un restaurant. Et puis, on se disait, sky's the limit, comme on aime bien dire. Mais finalement, non, ça n'a pas du tout marché, mais c'est grâce à cet échec que j'ai découvert la popularité de la vodka. Donc, franchement, je dis toujours, c'est mon plus bel échec. Et c'est ça, puis t'es parti avec des dettes de près de 25 000 $. Ouais, pas loin de ça. Je dis souvent en blague, ceux qui disent qu'ils sont partis avec 10 $ en poche sont tellement chanceux. Moi, j'avais 25 000 de dettes, mais chacun son chemin, tu sais. Et l'idée, justement, de la vodka est née parce que, justement, tu vendais beaucoup de vodka dans ton restaurant. Ouais. Et là, tu t'es demandé si tu pouvais en produire ici au Québec. Exact. Ben, au début, je voulais en acheter une d'ici parce que j'adore l'achat local quand c'est des produits de qualité. Et puis, c'est en réalisant que, finalement, il n'y en avait pas de produits au Québec, je me suis dit, non, ça n'a pas d'allure. C'est tellement populaire, je vais en faire une.
Donc, c'est vraiment comme ça que l'idée est née. Et tu as trouvé un maître distilleur qui t'a aidé à produire ta propre vodka. Oui, exactement. Ça a pris du temps, hein, parce que de l'idée à vendre ma première bouteille, ça a presque pris 4 ans, à des multiples péripéties. Mais oui, je me suis entouré de personnes qui savaient plus sur des sujets que je connaissais pas du tout, telle la distillation. Et puis, ouais, j'ai été vraiment, entre guillemets, chanceux dans ma démarche, parce que oui, ça a été complexe, mais j'ai trouvé les bonnes personnes. Et avant de vendre la première vodka, ta vodka a été nommée meilleure vodka au monde. Ouais, ça, c'était hallucinant. Je venais de me faire refuser 1 semaine ou 2 auparavant par la SAQ. Et puis, on a été nommé dans la plus importante compétition au monde, la meilleure vodka au monde. Fait que, tu sais, on s'entend que la SAQ est revenue sur sa décision, mais c'était juste un conte de fées, là. J'en revenais pas, j'y croyais même pas. Là. C'est difficile pour un entrepreneur québécois d'entrer à la SAQ. Oui, ben c'est difficile parce que, de moins en moins aujourd'hui, parce que là, ben, il y en a eu un premier qui a sué, donc j'attends les remerciements, mais il y a tellement de produits. La SAQ, c'est gros. Tout le monde veut rentrer à la SAQ à travers le monde. Ils veulent de la qualité, ils veulent de la constance, ils veulent s'assurer que le produit va être disponible. Donc, je peux comprendre un peu pourquoi c'est complexe, mais c'est sûr que si les lois nous permettaient de vendre en dehors de la SAQ, ben, ça faciliterait la vie de beaucoup d'entrepreneurs au Québec. Et ce qu'il faut dire aux auditeurs, c'est que pendant que tu développais ta vodka, tu travaillais à temps plein à l'hôpital Sainte-Justine à Montréal, le soir et la nuit. Oui, exactement. Ben, ça, c'était mon emploi d'étudiant. Moi, dès le cégep, j'ai commencé à travailler à l'hôpital. J'ai travaillé presque 12 ans à l'hôpital, moi. Et puis, c'était un emploi d'étudiant, donc à temps partiel au cégep, à temps partiel à l'université. Je l'ai même gardé quand j'avais ouvert le resto. Et ensuite, ben, ça a été mon emploi à temps plein dès le début que j'ai lancé Pure Vodka, parce qu'il fallait que je dis souvent pas vivre, mais survivre de quelque chose. Et puis, ben, c'est vraiment, sans blague, c'est vraiment grâce à Sainte-Justine, en grande partie, que Pure Vodka existe aujourd'hui, parce que c'est ce qui m'a permis de continuer à respirer. Oui, c'est ça, parce qu'il n'y a aucune banque qui voulait te prêter les sous, là. Non, j'avais 25 ans, je sortais d'une expérience catastrophique en affaires, la restauration, et puis j'avais juste aucune connaissance de rien dans ce domaine-là. J'avais peut-être bu 3 fois de la vodka dans ma vie, donc c'est sûr que les banques, ils étaient très, 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 très frileuses à m'aider. Ce que je peux, à la limite, comprendre, parce que j'aurais pas misé cher sur ma peau moi-même, mais peut-être que c'est mon côté que je voulais prouver aux autres que j'avais raison, qui m'a permis de continuer, puis de finalement avoir une banque, le Mouvement Desjardins, qui a accepté d'ouvrir mon premier compte en banque corporatif. Et tranquillement, pas vite, la compagnie a continué à grossir. Ouais. Et à un moment donné, tu as voulu trouver un investisseur qui voulait justement travailler avec vous. Premier refus. Et finalement, au deuxième, il y a quelqu'un qui vous conseillait de faire affaire avec cette personne-là, mais ton instinct en toi te disait non, c'est pas une bonne idée. Non, ben c'est fou parce que en affaires, quand tu te lances en affaires puis tu es jeune, tu sais, j'avais 24, 25, t'as pas d'expérience là-dedans, puis tu connais pas toutes les méandres et toutes l'univers qui tourne autour de ça. Et puis on s'était approché, on avait engagé un conseiller parce qu'on se faisait approcher beaucoup par des investisseurs, donc on voulait prendre la bonne décision. Puis un des investisseurs qui nous a approchés, le conseiller lui trouvait que c'était le deal parfait. Mais moi, j'avais quelque chose en moi qui me disait non. Mais le conseiller a un CV long, comme 3 fois mon âge. Donc là, j'étais comme, merde, est-ce que je prends la bonne décision? Tu sais, Et puis, je me suis écouté, tu sais. Je me suis écouté, comme quoi c'est important de s'écouter. J'ai été terrorisé, là. Je tremblais de tout mon corps. Et le conseiller n'était pas content non plus. Non. Il m'a même dit, je m'en rappellerai toute ma vie, que c'était la pire décision que je prenais de ma vie. Et finalement, ben, ça a été la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. Comme quoi, il faut s'écouter. Et quelques mois plus tard, on est tombé sur un autre investisseur qui est tout simplement génial. Donc, comme quoi, l'entrepreneuriat, c'est aussi beaucoup de prise de risque, même quand on était rendu dans une belle étape, le financement, puis quand le monde veut te financer, c'est le fun, tu sais. Mais j'ai jamais été aussi stressé de ma vie cette journée-là. C'était, je crois, en juin ou en juillet, et je capotais. Il y a peut-être 4 ans, là. 4 ou 5 ans, je ne me rappelle plus. Mais... Ah non, c'était cinglé. Est-ce que tu l'as recroisé, ce conseiller-là? Oui, je l'ai recroisé. Moi, il voulait pas que je prenne ces décisions-là par méchanceté. Il avait son opinion, j'avais la mienne. Je respecte énormément son savoir, ses connaissances. Il nous a permis de nous améliorer. Mm-hmm. Et peut-être, il m'a même permis d'oser dire non à lui-même. Donc, ouais, je l'ai revu. C'est un peu froid, bien sûr, parce que quand ça finit comme ça, un contrat, c'est quand même bizarre. Mais on l'a payé chaque sou qu'on lui devait. Et puis,
aujourd'hui, je crois qu'il est bien content de voir que ça fonctionne bien. Et moi, je veux qu'on parle justement du fait que tu as tenté à plusieurs reprises de pouvoir faire un MBA à l'université et à chaque fois, on t'a refusé. En raison de tes notes, pas en raison du fait que t'es un bon entrepreneur. La preuve, c'est que pour un des cours à l'université, on t'a demandé justement de collaborer au cursus. Là. Oui, puis maintenant, je suis prof à l'école d'entrepreneurship de Beauce, donc moi, là, il me semble que la vie doit être compliquée pour moi. Il n'y a rien qui a été simple. J'ai jamais été accepté du premier coup quelque part. Mais je dis tout le temps, tu sais, s'il faut que je rentre quelque part, je vais jamais rentrer par la porte principale, mais je vais toujours rentrer. Donc ça, je crois que c'est ça qui est le plus important. L'acharnement. L'acharnement. Et donc, l'université, quand je me suis lancé en affaires, surtout après le restaurant, je me suis dit, je crois que j'ai besoin de connaissances dans le monde des affaires. Et donc, j'ai appliqué à des universités, mais moi, tu sais, j'avais de la moyenne. Là. Moi, il fallait 60 pour passer, j'avais 60. Donc, je n'étais pas l'étudiant étoile, mais je passais tous mes cours, tu sais. Et non, il y a 4 universités qui m'ont refusé dans les études supérieures en administration des affaires parce que j'avais pas eu des bonnes notes auparavant en sciences politiques. J'avais beau avoir un dossier très sérieux, tu sais, j'avais des gros noms comme lettre de référence. J'étais dans la presse, j'étais partout, tu sais, on était dans la meilleure vodka au monde. J'avais une 40aine d'employés déjà. Mais non, à cause de notes en géographie d'Asie du Sud-Est, de notes insuffisantes, on me refusait. Donc, je le prends un peu aujourd'hui, c'est une anecdote. Je les remercie d'ailleurs. Je les remercie d'ailleurs parce qu'aujourd'hui, ça m'a permis d'écrire un livre, ça m'a permis de faire des conférences à travers le monde, littéralement, pour parler d'entrepreneuriat. Puis le monde trouve ça quand même assez fou que j'ai été refusé à 4 endroits. Mais c'est ça la vie. Mais peut-être que justement, les universités devraient revoir leurs critères de sélection pour le MBA. Là. Totalement. Mais leurs critères de tout, c'est comme quand leur choix pour les médecins, c'est pas parce que tu as des bonnes notes tu peux être un bon médecin. C'est complètement ridicule, cette histoire-là. Mm-hmm. C'est avant tout un bon humain, un bon médecin, tu sais. Mais ils se mettent des limites. Ils se mettent des cases où il faut rentrer dans les cases. C'est peut-être la moins... la moins pire manière, peut-être. C'est peut-être... Je sais pas. Il faudrait leur demander. Si tu me permets, Nicolas, on s'arrête et au retour, je veux qu'on parle de ton livre « Entrepreneur à l'état pur ».